Midi 14, nous sommes de retour et en direct du Studio 1 avec nos invités de cette première partie du midi du vendredi 13. Je suis là avec Wessila Najjar. Bonjour Wessila. Bonjour. Également avec Emna Benzina. Bonjour Emna. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes toutes les deux internes en médecine et vous êtes membres, mesdemoiselles, du syndicat des internes et des résidents de Tunis. Vous êtes là pour nous parler de cette grève des internes et résidents, grève qui a démarré le 9 décembre dernier et qui se poursuit jusqu'au 14 décembre. Une grève qui ne touche pas, rappelons-le, les services d'urgence, mais qui intervient en signe de protestation contre le projet de loi relatif au service obligatoire de 3 ans des médecins spécialistes dans les régions intérieures. Nous allons donc débattre avec vous de cette grève et des enjeux qui tournent autour. Un sujet très important puisqu'il touche à la santé public. Mon Dieu, à quel point nous considérons que c'est un enjeu important aujourd'hui pour le citoyen tunisien. Je suis à vous dans quelques secondes. Je profite simplement d'abord de peur d'oublier de lancer cette annonce concernant un concert qui aura lieu ce dimanche 15 décembre à 18 h au théâtre municipal. Un concert donné par l'association Ange Gardien à Yedi Rahma et qui sera donc donnée par la grande cantatrice tunisienne Leila Hajj. J'en parle parce que c'est important, parce que c'est un concert dont les bénéfices iront au profit d'œuvres caritatives. Voilà, c'est fait. Et puis je reviens vers vous. Donc Emna, Wessila, parlons un tout petit peu de cette grève. Cela a démarré le 9. Cela a bien l'intention de se poursuivre jusqu'au 14. Avez-vous une idée sur le chiffre que vous coûtez aujourd'hui à l'État tunisien et aux contribuables tunisiens? Vous coûtez très cher à l'État. Vous en êtes consciente? Ils sont en mesure de nous couper nos salaires maintenant, durant cette grève. C'est pas Vous êtes prête à nous, tout? Oui. nous on coûte à l'État, mais on présente. On produit beaucoup de services maintenant. On est là et on produit de la richesse et on est très utile maintenant. On est très utile pour. C'est pas pour rien qu'on nous paye, mais c'est un tout petit salaire et c'est même pas les gardes sont pas payés. C'est du travail bénévole et on a maintenu au cours de cette grève le travail dans les services d'urgence et dans les réanimations, une équipe de garde dans tous les services. Et nous la grève elle nous fait mal parce que nous c'est nos patients. C'est nos patients, on les voit. Maintenant, on sait que c'est difficile pour les gens qui viennent de loin et qui viennent de loin pour avoir une consultation, qui viennent de loin, qui trouvent une grève. Je veux rappeler que nous sommes des médecins stagiaires et que l'hôpital devrait fonctionner et fonctionne sans nous parce qu'il y a les médecins titulaires et il y a les médecins de la santé publique et les universitaires qui sont à l'hôpital aussi. Et normalement, toute consultation ou assurée par un résident il devrait être accompagné par son médecin senior. Donc, si la grève des résidents se sent autant, c'est parce que le rôle est tellement important que l'hôpital et qu'il y a un manque de recrutement de médecins titulaires dans l'hôpital. Très bien. Alors, Wessila, Emna, je vous pose la question à toutes les deux. Alors, on a tendance à applaudir cette décision. Le citoyen ordinaire, je me mets à la position du citoyen tunisien. On a tendance, comme ça, je dirais, à applaudir une décision positive prise par le ministère de la Santé. Pourquoi ne pas aller dans les régions? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. On vous reproche de ne pas vouloir y aller. On vous reproche, comme ça, de vouloir imposer votre volonté au ministère. Le ministère, certes, prend une décision là qui n'est pas tout à fait populaire, mais nous sommes à un moment où il faut prendre des décisions qui ne sont pas populaires si on espère et si on a l'intention de créer une vraie réforme au niveau du secteur de la santé. Justement, vous parlez là vous parlez justement de réforme. En effet, ce qu'on reproche à ce projet de loi, qui d'ailleurs j'aimerais rectifier juste un petit truc, parce qu'en fait c'est le fait de travailler, donc c'est un travail forcé de 3 ans dans le secteur public et non pas dans les régions de l'intérieur. Donc après, quand ils s'adressent aux médias, ils disent dans les régions de l'intérieur et nous on n'aimerait pas appeler ces régions comme ça parce que c'est une sorte de discrimination pour nous et c'est juste 3 ans dans le secteur public. Donc pour rectifier juste donc là où il y a des chose. hôpitaux
Exactement. Donc c'est avant de, éventuellement, si jamais quelqu'un a envie de s'installer dans le secteur privé, et donc il est censé effectuer 3 ans dans le secteur public, selon justement les besoins du ministère. Donc nous, si on refuse cette loi, indépendamment du caractère forcé de la chose, indépendamment du fait que ce soit contraire aux droits de l'homme, aux conventions signées par notre pays, qui se veut justement leader du printemps arabe, d'une révolution arabe. Donc indépendamment de tout ça, on pense que ça ne représente en aucun cas une réelle solution au problème que rencontre le secteur de la santé, dans le sens où il n'y a pas justement les déserts médicaux. Le secteur de la santé agonise depuis des années et ce n'est en aucun cas un médecin spécialiste qui n'a pas justement l'expérience requise qui va justement résoudre le problème du secteur sanitaire. On aurait aimé qu'il y ait un réel dialogue qui fasse participer les différents intervenants, qu'il y ait une réelle initiative, une réelle volonté de vouloir changer les choses, qu'on soit tous autour d'une table, parce que j'aimerais justement rappeler que les différents, donc les médecins hospitalo-universitaires, le Conseil de l'ordre des médecins, les différents doyens des différentes facultés, on est tous donc unanimes, on est tous contre ce projet de loi, tout simplement parce que les solutions existent. On en a, d'ailleurs, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, et ce n'est en aucun cas ce projet-là. On est contre cette loi parce qu'elle est absurde, elle fait croire aux gens, bien sûr que on rencontre quelqu'un dans la rue, on lui dit on va vous envoyer des médecins pendant 3 ans, il sera content, c'est le premier réflexe à avoir. Bien sûr, et nous on se dit pourquoi est-ce que vous n'y allez pas dans ces régions, puisque les instituts y vont, les enseignants y vont. On veut y aller, nous on veut y aller, c'est notre métier, c'est notre devoir, et c'est bien sûr qu'on veut y aller, mais on veut pas se moquer des gens. Et là, les politiciens sont en train de mener une campagne de dire les médecins refusent d'y aller. Nous, on veut y aller, mais on veut exercer une médecine décente. Et surtout, la médecine de spécialité, c'est pas un jeu. C'est pas, nous, on est contre cette loi parce que, pas seulement nous, les jeunes médecins qui seront concernés, mais toute la profession médicale, parce qu'elle est absurde, elle sera complètement inutile, même si un jour elle est appliquée, et nous on fera tout pour qu'elle ne le soit pas, les citoyens eux-mêmes se rendront compte de son absurdité, parce qu'un médecin spécialiste, quand il est dans un hôpital non équipé, il peut pas exercer. Je vous donne l'exemple d'un cardiologue. Un cardiologue, le cardiologue ne va pas prescrire les médicaments contre l'hypertension artérielle, ça c'est le médecin généraliste qui le fait. Le cardiologue, il fait des gestes plus poussés, ça veut dire quand quelqu'un fait un infarctus du myocarde, lui, il est là pour donner des médicaments thrombolytiques pour libérer les artères qui sont bouchées. Et il y a le cathétérisme interventionnel, donc il faut une salle qui soit équipée. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut un équipement. Un équipement dans l'hôpital pour que ce médecin spécialiste il puisse exercer. Ça veut dire que si à tous les moments, je peux vous donner des exemples de services qui ont été bien équipés et à qui toute une équipe de médecins et de différents grades, des professeurs, des assistants, des médecins spécialistes de la santé et des internes et des résidents sont partis. Ce sont des services, des exemples de réussite dans les régions. Je vous donne l'exemple du service d'orthopédie de Médine où toute une équipe est partie et là, nous les résidents de Tunis, on se bat pour y aller. Et là, il faut être premier au classement pour y aller, tellement ça devient un service formateur et tout. Et il y a un service d'ophtalmo à Gafsa qui a été bien équipé et ils ont recruté tous les ophtalmos qu'ils ont voulu. Et c'est un service qui marche très bien. Par contre, on a des exemples où des médecins spécialistes sont partis travailler dans des hôpitaux régionaux et ils ont été inutiles. Ils finissent par tomber malades tellement ils voient leurs patients devant eux et ils peuvent rien faire pour lui. Et c'est pour ça qu'ils finissent par démissionner. Il faut parler du chiffre de nombre de démissions sur le bureau du ministre. Parce que normalement, la fonction publique
elle est encore une fonction prisée. Tous les jeunes veulent faire partie de la fonction publique. Et surtout pour nous, la carrière hospitalo-universitaire, c'est le truc le plus prestigieux. Et pourquoi les jeunes la fuient maintenant? Parce qu'ils les médecins ne peuvent plus exercer dans un hôpital vide. Il n'y a pas de seringue, c'est l'insalubrité, il y a des rats dans l'hôpital, il y a de l'eau qui dans le bloc opératoire de Sfax, partout il y a des problèmes, Donc l'interne ou le résident qui va dans ce genre d'endroit ne peut pas évoluer, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Il ne pourra pas apprendre, alors qu'il est à un moment de sa carrière où il doit apprendre, où il doit évoluer. En fait, il ne peut pas évoluer et il ne peut pas justement apporter un minimum de services décents aux citoyens, tout simplement. Je vous donne par exemple l'exemple, parce que là on est en train de parler des médecins spécialistes. Essayons tout d'abord de parler de la médecine de première ligne, c'est-à-dire la médecine générale, qu'il aurait fallu justement renforcer avant de penser aux médecins spécialistes. Je vous donne l'exemple, par exemple, d'un patient diabétique. Si jamais ce dernier, quand il se présente au dispensaire, sachant qu'il y a des dispensaires qui travaillent parfois juste un jour par semaine, donc il n'est pas reçu par un médecin, il n'a pas accès aux médicaments, donc ce dernier va justement subir les complications du diabète. Et là, il aura justement besoin d'un cardiologue, d'un néphrologue, lorsqu'il sera justement au stade de décompensation de sa maladie. Si jamais on essaie de renforcer la médecine de première ligne, déjà, on va éviter un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que le fait de dire que le fait d'envoyer des médecins spécialistes est la solution, c'est plus qu'un leurre pour nous, dans le sens où le problème, c'est un réel problème de fond. Il aurait fallu établir un état des lieux, des réels besoins, parce que je ne sais pas si ça a été fait réellement par le ministère, parce que quand on les entend parler au niveau des médias, ils disent il faut déjà commencer par envoyer les médecins, et ces derniers vont nous dire voilà ce qui manque, etc., etc. D'accord. Ok, vous voulez que ce soit le médecin qui le fasse? Eh ben, sachez que il y a une solution proposée par notamment les doyens des différentes facultés. Il y a un projet de partenariat entre les différents doyens des facultés de médecine et le ministère de la Santé qui va justement assurer une sorte de parrainage, donc des différentes régions par les facultés, par les hospitalo-universitaires. Il y aura donc, donc ces gens-là vont se déplacer, il y aura une équipe pluridisciplinaire. Un partenariat, c'est intéressant ça. Oui, il y aura donc des équipes pluridisciplinaires, il n'y aura pas juste un médecin spécialiste, il y aura les assistants, les agrégés, les professeurs en médecine, il y aura également une équipe paramédicale, parce qu'en médecin, il ne travaille pas tout seul, il a besoin d'infirmiers, il a besoin d'anesthésistes, il a besoin d'équipements, etc., etc. Donc, il y aura des équipes pluridisciplinaires qui vont se déplacer pour justement, par exemple, je vous donne un exemple, il y aura une équipe d'orthopédistes qui vont se déplacer vers une région X, qui vont le premier jour, par exemple, ils vont établir les besoins de cette région. Par exemple, il y a, je donne un exemple comme ça, hein, il y a 10 personnes qui ont besoin d'être opérées. Donc, le lendemain, ils vont opérer ces personnes-là. Après, ils vont justement s'asseoir tous autour d'une table et voir ce qui a manqué pour justement opérer ces personnes-là. Qu'est-ce qui a manqué en termes d'équipement, en termes également d'effectifs. C'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux des besoins à la fois humains, mais également de tout ce qui est matériel. Très bien. Voilà. Alors, Wissina Najar, Emna Benzina, interne, toutes les deux représentantes du syndicat des internes et des résidents de Tunis. Aujourd'hui, vous vous battez contre ce projet de loi et vous avez été voir des membres de l'ANC. Vous avez rencontré des gens de l'Assemblée nationale constituante, des élus. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, il y a une conférence de presse qui se tient au ministère de la Santé. Alors, qu'est-ce que vous attendez exactement? Comment voulez-vous que ce projet de loi soit amendé? Quels sont les points, par exemple, aujourd'hui, que le ministre de la Santé pourrait évoquer lors de cette conférence de presse et qui pourrait désamorcer la crise? Parce que nous, on a l'impression que vous êtes dans une fuite vers l'avant. Vous avez dit c'est jusqu'au 14 et après on verra. Donc nous, on a dit c'est jusqu'au 14 parce qu'on n'a pas été entendu jusque-là. Mais donc à l'ANC, on a expliqué le danger de ce projet de loi pour la santé publique, pour l'hôpital public. Et je peux vous dire qu'on a le soutien de beaucoup de députés qui ont compris l'aberrance de cette loi. Mais concernant les gens qui la soutiennent, ils restent sur leur position. Ils nous proposent de la modifier un peu, mais nous, on tient à ce qu'on retire ce projet de loi et qu'on revienne à la table du dialogue et
parlant du dialogue, il y a un dialogue sociétal sur la santé qui a commencé en octobre 2012 et qui va donner ses conclusions bientôt dans un mois, en janvier 2014. Et là, à ce dialogue ont participé le ministère de la Santé, les citoyens, tous les intervenants de la santé, les médecins, les doyens, les universitaires, le conseil de l'ordre, les infirmiers, les techniciens. Tous se sont assis autour de table et on a invité des experts internationaux qui sont très cotés sur la santé. Et là, ils vont donner des recommandations. Écoutons-les, écoutons leurs recommandations avant de légiférer et faire une loi. Le projet de loi court-circuiter ce dialogue. Court-circuite ce dialogue, c'est contre la démocratie. Donc nous, on leur a dit, attendez, mais on a des propositions. Et là, vous pouvez maintenant, on peut vous les donner, les propositions. Oui, allez-y, exact, les propositions exactes. Ma collègue, elle a parlé tout à l'heure, c'est premièrement renforcer la première ligne. Vous savez, les rapports de l'OMS disent que la médecine générale résout 80% des problèmes de la santé publique. Bien sûr. 80%. C'est vrai qu'on a besoin de spécialistes, mais on pourrait résoudre 80% des problèmes. Comment? En recrutant, en formant et en donnant les moyens, même les équipements aux médecins généralistes de bien travailler après. Concernant les spécialistes, à court terme, il y a ce projet que défendent les facultés et les hôpitaux universitaires, que ce projet de partenariat et qui va à court terme combler les déficits dans les hôpitaux régionaux et à long terme former des gens pour que le jeune médecin spécialiste, quand il s'installe, il se sent en sécurité, pour qu'il puisse être efficace, pas voir ses malades mourir devant lui ou écrire des lettres de liaison dans les hôpitaux aux grands centres hospitaliers universitaires. Parce que là, nous, on peut se taire et accepter. On a une garantie de salaire pendant 3 ans. 3 ans, on a un salaire et on écrit des lettres de Combien on vous propose comme salaire? Le salaire de médecin spécialiste. Le salaire de médecin spécialiste. On a compté, c'est un budget de 18 milliards pour payer tous les médecins spécialistes pendant 3 ans. Et pourquoi tous les médecins spécialistes nouvellement diplômés? On n'a pas besoin de tout ça. Et puis dans ces médecins spécialistes nouvellement diplômés, il y a des généticiens, des parasitologues, des physiologues, des physiologistes, des dermatologues. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Pour pouvoir faire une loi. On est contre cette loi. L'esprit de cette loi est faux. Pour vous, c'est une décision politique ou peut-être populiste. Populiste, électoraliste. Oui. C'est une carte électorale. C'est une carte électorale. Et ils sont tellement pressés de la faire passer. Mais attendez à moi les recommandations du dialogue sociétal. Non, on veut la faire passer maintenant. Très bien, attendons le résultat de cette conférence de presse. Peut-être que là-dedans, il y aura des réponses à certaines questions. Je vous en prie. La troisième solution qui est à moyen et à long terme, qui est la meilleure solution, qui est très réalisable, c'est la création de pôles de santé régionaux. Ça veut dire, par exemple, pour la région du Nord-Ouest, entre Jandouba, Béja et Kef, on choisit un hôpital, on dit c'est un pôle chirurgical, on l'équipe bien, on met tout ce qu'il faut. On n'a pas d'argent pour équiper tous les hôpitaux, on n'a pas besoin. La Tunisie n'est pas si grande que ça. Il y a des pays qui souffrent de ce problème, mais c'est des pays grands parce que le déplacement... superficie, oui. Voilà, la superficie. Oui. Nous, dans la région du Nord-Ouest, on choisit un hôpital, on l'équipe bien, et là, je vous assure que les médecins se disputeront pour aller être recrutés là-bas. On est plus de 2 tiers originaires de toutes les régions de la Tunisie. Nous, c'est notre pays. Il y a des jeunes. Vous n'êtes pas de jeunes privilégiés qui sont habitués à une existence de luxe et qui n'ont pas envie d'aller dans les régions et qui courent vers le secteur privé. Vous n'êtes pas ces gens-là. Que la Tunisie est dans une période difficile et qu'on est là pour la soutenir et c'est notre métier. Et c'est ça que le message qu'on veut faire passer. On ne refuse pas de travailler dans les régions. Au contraire, on refuse de se moquer des gens. Parce que là, si on va et qu'on n'a rien pour être efficace, là, même les gens se rendront compte que votre présence ne servira de notre présence ne servira déjà à rien. Même dans les hôpitaux de la capitale, parfois on est carrément impuissant face à des patients qui font des kilomètres et des kilomètres pour justement avoir accès aux soins. Et finalement, ils n'ont même pas accès à ces soins-là parce que même les hôpitaux de la capitale manquent de tout. En fait, c'est tout ça j'insiste pour dire que c'est un réel problème de fond. C'est pas juste les régions. C'est vraiment un réel problème de fond. Le secteur de la santé agonise et on appelle justement au dialogue et à la participation des différents intervenants.
Très bien. Un dernier mot? Un dernier mot, parlons du financement de l'hôpital public. Pourquoi l'hôpital public agonise? Parce que 70% de l'argent de la CNAM, de l'assurance maladie, va au secteur privé, tandis que l'hôpital public, il draine 80% des gens. Ça veut dire que l'hôpital public, il doit se débrouiller avec 30% de l'argent pour traiter 80% des citoyens. Là, faisons des réformes de fond.